Monsieur Lawson, la solution aujourd'hui, selon les Nations Unies, par exemple, c'est que ça ne peut pas être une solution militaire. En tout cas, il faut le dialogue. Ça, c'est ce que disent les représentants de l'ONU en République démocratique du Congo. C'est ce que dit, par exemple, la ministre des Affaires étrangères, Madame Teresa Wagner, de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'inaction africaine, parce que peut-être s'attendait-on à des réunions multiples pour essayer de trouver des voies et moyens de sortir de cette situation définitivement en République démocratique du Congo. Mais à part cela, chez Elou Lawson, il y a justement la question des richesses de la République démocratique du Congo, lorgnée par plusieurs partis dans le monde, que ce soit le Rwanda qui est aujourd'hui au banc des accusés, les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis, plusieurs grandes entreprises du monde ont besoin du cobalt, de l'uranium et de l'or et de tout ce qui se trouve sur le territoire de la République démocratique du Congo. Quelle est donc la solution à ce moment-là? Faut-il discuter avec le président rwandais et revoir la délimitation des frontières, partager ensemble les richesses de l'Est de la République démocratique du Congo? Autant de questions aujourd'hui qui se posent justement dans les chaumières. Absolument, Madame Beboudet, vous avez mis le doigt sur la problématique, sur le casus belli. Vous savez, le problème ou la crise du Congo est une crise, je dirais, existentielle pour l'Afrique. C'est une crise qui voit des milliers de millions de personnes tuées, blessées, violées, jetées sur les chemins de l'exil. C'est une crise dramatique, c'est un génocide, c'est une crise politologique, mais aussi c'est une crise qui pointe la responsabilité centrale des Africains. Alors, il va falloir commencer par déconstruire un certain nombre de faux arguments à notre sens pour poser la vraie problématique, Madame Beboudet, comme vous venez de mettre le doigt là-dessus. D'abord, le prétexte, n'est-ce pas, de nationalité ou le prétexte des Hutus qui auraient envahi l'Est du Congo, qui expliquerait 30 ans après ce génocide-là, est de la poudre aux yeux. Il faut le dire avec toute la gravité nécessaire. C'est tout simplement un alibi, n'est-ce pas, pour justifier l'accaparement, la violence de la prédation des richesses du Congo. De ce point de vue, on ne saurait pas justement passer par des circonvolutions ou des développements alambiqués pour pouvoir le préciser. Paul Kagame joue le rôle du négrier africain qui aide l'Occident à assassiner des Africains pour le service, n'est-ce pas, des Occidentaux. De ce point de vue, je pense que les faits historiques, les faits sont là quand même pour le démontrer. Le deuxième élément qu'il faut déconstruire, quand M. Ndiaye dit pourquoi ne pas discuter avec les rebelles, quand on lui oppose le principe de discuter avec Kagame, je voudrais lui rappeler un fait historique. Le M23, en 2013, il y a eu un accord de signé entre qui? Entre le président Joseph Kabila et le président rwandais. Et cet accord, il y a un article stipulait que 43%, n'est-ce pas, des postes de commandement militaire du Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire du Sud Kivu doivent être donnés à la communauté Tutsi. Tout simplement parce que cet argument du fait que les Hutus génocidaires sont donc dans le Kivu pour la sécurité du Rwanda. Mais cet accord a été signé entre le président rwandais et Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, dire que le fait que le président Tshisekedi a dit qu'il ne discute pas avec les rebelles, mais qu'il va discuter avec la personne ou l'État ou le président qui est derrière cela, ne me semble pas contre-productif de mon point de vue. L'autre élément également qu'il faut quand même mettre sur le plateau pour sortir de toute cette affaire de revoir les frontières
redessiner la carte, parce que, bon, voilà, des ethnies, tout ça, je pense que c'est des discours, c'est des narratifs qui sont au service de la justification de la prédation de l'Afrique. Les faits, Madame Begoudé. L'année passée, il y a eu hausse de 50% de la production de coltan du Rwanda sur le marché mondial. 50% de hausse. Alors que le Rwanda, il est prouvé qu'il ne dispose pas des gisements importants de cobalt. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le M23 sort du Congo démocratique, et ça, c'est des chiffres avérés, 150 tonnes de cobalt par mois par la région qu'ils ont occupée, la région de Rubuya, et cette région leur permet de sortir 150 tonnes, n'est-ce pas, de coltan par mois. Il y a à peu près 2 mois, l'Union européenne a signé avec le Rwanda un accord privilégié. Et l'Union européenne donne à peu près 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour son intervention au Mozambique. Et 2 mois plus tard, du Congo. Donc, ces faits-là, on ne peut pas les nier. On ne peut pas les nier. Et vous savez comment, dans ce changement climatique, c'est le fait que nous passons de l'économie, n'est-ce pas, de l'économie d'hydrocarbures vers l'économie décarbonée, le coltan et le cobalt sont des minerais stratégiques pour la puissance de l'économie de demain. Et tout récemment, vous avez vu comment le président Joe Biden est arrivé à la fin de son mandat pour investir des millions d'euros pour construire ce chemin de fer de Libido jusqu'à l'océan Atlantique, en opposition à la Chine qui a ce même chemin de fer vers l'océan Indien. Donc c'est le monde entier qui, pour pouvoir assurer ce minerai stratégique, qui rentre dans la défense, dans la défense, qui rentre dans l'aéronautique, qui rentre dans les composantes de cellulaires, dans les composantes de toute la technologie de communication, eh bien, cette minerai stratégique, 60% de coltan se trouve à l'est du Congo, dans le Kivu. C'est de ça qu'il s'agit. Comment s'accaparer, n'est-ce pas, de ces richesses. Nous revenons alors à la stratégie de la prédation, à la stratégie de la violence, à la stratégie, n'est-ce pas, de conquistador, et qui a vu esclavagiser l'Afrique, ce même système qui a été à la base au début de la révolution industrielle au 19e siècle, de la colonisation, parce que ces ressources-là, c'est en Afrique qu'il faut les avoir. Et en fait, la néocolonisation avec tout le système, n'est-ce pas, qu'on a mis en place et qui a asservi les pays africains dont on vient de discuter le cas le plus emblématique de la République centrafricaine. Et donc, on est au cœur de cette violence, on est au cœur de cette prédation internationale et qui pose la question du capitalisme. Comment s'enrichir énormément en faisant en sorte que le coût, n'est-ce pas, les coûts des intrants soient minimalisés le plus possible. Dans ce cas-ci, on veut créer le chaos. On a toujours créé le chaos et ce chaos permet justement de s'accaparer de cette richesse-là. Toutes les autres considérations, me semble-t-il, secondaires dans le fondement même du casus belli de la problématique. Et tant qu'on ne le prend pas de cet aspect-là, je pense qu'on n'est pas vraiment au cœur de la chose et on minimise toute la souffrance, n'est-ce pas, des Congolais qui, depuis leur indépendance, et là, quand le responsable de l'ONU vient parler de négociation, il faut aussi remettre en cause le rôle de l'ONU. Il faut dire que l'ONU est entrée sur ce territoire depuis les années 60 et les missions de l'ONU ont toujours échoué, que ce soit l'ONUC en 60 qui n'a pas réussi à apporter la paix, mais plutôt l'assassinat de Lumumba en 61, que ce soit le MONUC en 99 qui a été transformé en MONUSCO, eh bien, c'est un échec sur toute la ligne. Et donc l'ONU participe à cette architecture, n'est-ce pas, néocolonialiste, prédatrice de pouvoir s'accaparer des richesses du continent. Et c'est là où la responsabilité des Africains est posée. Et il me semble que le président
du Congo, le président Tshisekedi, ne prend pas la mesure des choses, puisqu'il fait partie également du problème de l'équation. Ce leadership-là qui fait en sorte que les Occidentaux contrôlent le Rwanda, utilisent le Rwanda comme proxy, mais contrôlent aussi le président Tshisekedi, et nous sommes dans un cercle, une quadrature de cercle qui finalement ne fait que souffrir, ne fait que faire souffrir les Africains, les tuer, les blesser. Donc la souffrance des Congolais doit d'une certaine manière interpeller l'ensemble des Africains, parce que c'est une région qui est non seulement un cataclysme géographique, mais aussi un cataclysme politique. C'est une poudrière. On a vu que les dernières guerres, c'est pratiquement plusieurs pays sont entrés sur ce territoire, notamment la RC aussi. Donc, il y a une certaine géographisation, il y a une certaine régionalisation de ce conflit, et qui, me semble, va toucher l'ensemble des pays. Alors, il faudrait que les responsables, les présidents de cette région sortent un peu de leur hibernage pour voir le problème en face et inscrire cette dynamique dans une façon de refonder l'Afrique, de refonder le panafricanisme, en comprenant que le Congo est au cœur justement de cette prédation internationale sur l'Afrique, sur les Africains, sur la clochardisation des Africains. Et donc, des solutions doivent être de façon, je dirais, escathédra, sortir un peu de cette balkanisation des schèmes mentaux issus de la conférence de Berlin, pour voir l'Afrique en grand, l'Afrique dans son unité, et l'inscrire dans des accords, des partenariats avec les pays émergents, donc les BRICS, pour construire une vraie économie, une vraie industrie et une vraie protection, n'est-ce pas, des continents. Quand on demande au président Tshisekedi, c'est quoi le plan, c'est quoi la stratégie, c'est quoi la vision, c'est quoi le dépassement d'horizon qu'il a pour ce vaste pays qui est à peu près 1,2 million km², on n'a pas de réponse tout à fait appropriée. On ne peut pas accepter et comprendre que le petit Rwanda de à peu près 26 000 km² avec 16 millions de population puisse être toujours dans cette belligérance continue contre un pays de 100 millions d'habitants. Quelque part, il faudrait que les Congolais prennent leurs responsabilités. Vous avez des richesses importantes, prenez les moyens sécuritaires pour assurer, n'est-ce pas, la sécurité de vos richesses. Et sachez que vous serez toujours attaqués tant que vous ne vous protégez pas. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut inventer, il faut être capable d'avoir les éléments de puissance pour pouvoir être à la hauteur de ces richesses. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Sans cette vision et sans cette capacité à disposer des éléments de rapport de force nécessaire, eh bien, on est toujours dans cette politique de larmoiement, devant les murs de lamentation. On est devant toujours cette politique de dépendance, de mendicité, n'est-ce pas, et qui fait en sorte que, quelque part, nous, Africains, il y a des questions à poser sur nous, sur notre capacité à contrôler notre environnement, à se projeter dans ce monde qui est un monde de jungle et de rapport de force, et qui fondamentalement ne pose pas les vraies questions quand il faut les poser, en tout cas de façon escathédrale.